Bonjour Anne Brunira. Bonjour. Vous êtes candidate à la députation dans la 4e circonscription de Lyon pour La République En Marche. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Bien sûr, je m'appelle Anne Brunira, j'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis ingénieure agronome de formation avec une activité professionnelle dans le domaine de l'agriculture que je poursuis tout en étant depuis quelques années élue à Lyon, adjointe au maire de Lyon, déléguée depuis 3 ans à l'éducation populaire, vie étudiante et université. Donc bien sûr, notre première mission, je le dis souvent quand on est élu, c'est la sécurité de nos concitoyens. Et elle passe par le redéploiement d'une police de proximité qui vraiment nous manque, qui nous manque bien sûr de par son efficacité auprès des citoyens, mais aussi dans l'amélioration de la relation police population. L'armement de la police, nous en avons parlé à Lyon puisque nous avons armé notre police municipale il y a peu de temps. C'est un débat extrêmement complet qui passe aussi par la formation des policiers, par leur suivi psychologique, par les catégories de policiers qui peuvent être armés ou pas. Deuxième sujet, l'école. Pour moi, l'école, c'est vraiment le sujet grâce auquel on va pouvoir répondre aux défis de demain et notamment grâce auquel on maintient la cohésion sociale, le vivre ensemble. Il nous faut renchérir nos moyens pour compenser parfois un lien distendu des parents avec l'école, l'impossibilité de suivre les devoirs des enfants à la maison. Et donc nous avons un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens, notamment la diminution des effectifs par 2 en REP et REP+. Moi je suis en capacité de la mettre en œuvre à la rentrée, notamment en Mermoz, puisque je suis adjointe à l'éducation à Lyon et je vais travailler ce sujet-là avec l'inspecteur académique. Au lycée, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas prévu des moyens supplémentaires. Néanmoins, on a toujours dit dans notre programme, et on le porte fortement, qu'il fallait faire plus pour ceux qui ont moins. Et puis, on a aussi le projet de laisser un peu plus d'autonomie aux établissements pour qu'ils puissent développer d'autres méthodes, d'autres façons de prendre en charge les enfants, les jeunes. Et moi, je pense qu'il faut rétablir la confiance dans les enseignants pour les laisser essayer des choses qui, certainement, marcheront peut-être mieux ici, moins bien là. Mais moi, j'ai toute confiance en eux. Alors nous, effectivement, notre positionnement, il est extrêmement pragmatique. Je pense que ce qui nous rejoint tous à En Marche, qu'on soit d'un parcours de gauche, comme moi, d'un parcours de droite, par exemple, comme mon suppléant, là où on se retrouve En Marche, c'est qu'on veut que ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place des solutions qui fonctionnent et justement laisser de côté l'idéologie pour plus de pragmatisme et pour la réussite des Français, des enfants, des entreprises, de la France en général. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis socialiste. J'ai décidé d'adhérer En Marche en janvier. Quand je suis arrivée En Marche, je me suis dit, bon, je vais me retrouver avec des gens qui ont un parcours de droite, du centre, qui n'avaient pas d'étiquette politique, et ça se trouve, il va y avoir des idées que je ne partage pas du tout. En fait, ce n'est pas arrivé, parce que nous nous sommes retrouvés sur ce qui nous rassemblait. Nous n'avons pas cherché ce qui nous dissemblait, nous avons cherché ce qui nous rassemblait. Et aujourd'hui, le programme de En Marche me correspond tout à fait, et correspond à d'autres amis que j'ai maintenant, qui viennent d'un parcours de droite, mais qui s'y retrouvent aussi. D'accord. Et du coup, ce qui vous rassemble, est-ce que c'est le libéralisme économique? Est-ce que c'est ça? Non, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en France, on soit d'un libéralisme économique. Enfin, je veux dire, il suffit de comparer avec d'autres pays en Europe. En France, l'État a une place forte, avec des prérogatives acceptées par les Français, qui ne sont pas remises en cause par notre programme. Simplement, nous parlons de libérer les énergies, c'est-à-dire donner un peu plus de potentiel à certains qui peuvent avoir des idées nouvelles, qu'on s'interdirait parce qu'on est dans un certain moule, dans un certain carcan. La place du travail est effectivement très importante. Moi, je pense que si on a aussi des soucis parfois dans notre société, c'est parce que des personnes qui n'ont pas de travail manquent d'une forme de socialisation. Le travail est une forme de socialisation. Avoir un chef, avoir des collègues qui n'ont pas la même idée que vous, qui n'ont pas la même culture que vous, ça participe du vivre ensemble, ça participe de la cohésion sociale. Et je pense que les gens qui sont éloignés du travail pendant longtemps, qui se retrouvent trop seuls chez eux, sont en manque de ce lien-là. Donc voilà, c'est les deux, on va dire, c'est les deux axes, quoi, hein, à la fois libérer l'énergie, mais protéger les personnes. Alors, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord la baisse des charges, la transformation du CICE en baisse des charges pour donner aux entreprises un léger souffle, qu'elles puissent se développer, être plus compétitives, voire investir, créer de l'emploi, voire mieux payer leurs salariés, parce que baisse des charges, ça peut aussi leur permettre de mieux payer leurs salariés. Ça, c'est la version entreprise, avec l'adaptation du code du travail, vous savez, qui démarre. Les concertations avec les syndicats viennent de débuter. Et puis, côté travailleur,
que ce soit salariés, indépendants, fonctionnaires. Comme je vous l'ai dit, le droit à la démission, la réforme des allocations chômage pour notamment les indépendants, parce que c'est quand même très important pour eux, la formation. On a quand même un budget prévu pour les investissements avec une grosse partie sur la formation professionnelle. D'accord. Mais il y a aussi le fait que l'État, lors des crises notamment, est le premier créateur d'emplois nets. Le premier, en gros, les emplois publics ont une place énorme en fait dans la société française. Tout à fait. Et Emmanuel Macron a dit qu'il voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Ces centaines de milliers de postes qu'il va supprimer, est-ce qu'on va réussir ne serait-ce qu'à les atteindre avec les baisses de charges? Parce qu'on a vu que le CICE, au final, on n'a même pas été en capacité de prouver qu'il avait réellement servi à créer des emplois. Il n'est pas très ancien encore, on n'a encore pas beaucoup de recul quand même sur cette mesure-là. La baisse du nombre de fonctionnaires, c'est pas tant une baisse nette en fait, c'est plutôt réinterroger les services. Nous, c'est ce qu'on fait à la ville de Lyon. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de faire des économies de fonctionnement. Moi, à la ville de Lyon, j'ai fait des économies de fonctionnement sur l'éducation, sans dégrader le service aux enfants, en adaptant des procédures, en dématérialisant certaines procédures. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va diminuer le nombre de fonctionnaires et on créera d'autres emplois. Moi, on a supprimé certains emplois, mais on en a créé d'autres en fonction des besoins de la population. Donc, diminuer le nombre de fonctionnaires, c'est plutôt dire il faut qu'on fasse des économies de fonctionnement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Notre dette doit être à minima, bien sûr, stabilisée et on va chercher à la diminuer. On va faire évoluer le nombre de fonctionnaires comme ça. Le chiffre est un chiffre qui a été estimé. Après, c'est chaque fonction publique qui voit quels sont les besoins. C'est bien que dans la fonction publique hospitalière, on a des besoins qui ne vont pas en régressant. Alors, l'écologie, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit maintenant transversale, c'est-à-dire que pour toute action, pour tout développement de services, développement d'emplois, la question de l'écologie soit posée à la base du processus. Donc, ce qu'on appelle la transversalité. Elle passe aussi, bien sûr, par l'éducation. Pour les petits et les modes de vie au niveau de l'éducation, c'est très important, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas toute une famille par un enfant. Donc c'est vrai que moi, en ce qui concerne par exemple l'éducation populaire, je travaille avec les MJC centres sociaux. Il y a beaucoup de formations, développement durable à destination des familles pour leur apprendre les bons gestes pour l'écologie, mais aussi pour leur économie. Par exemple, les économies d'énergie, c'est un sujet majeur sur lequel on travaille beaucoup à la ville de Lyon, à la métropole de Lyon. On a un gros programme de rénovation des habitations privées, des habitations publiques. Nous, à Lyon, on a quand même un exemple extrêmement précieux qui est celui de la chimie. La chimie est très forte à Lyon, elle a toujours été, et aujourd'hui, elle est en train de se transformer en chimie verte avec des nouveaux métiers, des nouveaux process qui sont extrêmement innovants et qui sont extrêmement compétitifs économiquement. Donc en fait, on va lier écologie et économie, mais faire en sorte que l'écologie soit pensée dès le début du processus. À Lyon, cette place, elle est très forte pour nous. Les associations sont des partenaires extrêmement précieux dans la vie des quartiers, des caisses de résonance des habitants. En plus, ils ont quand même comme mission première de développer le pouvoir d'agir des habitants, et ça, c'est très important. C'est pas facile. C'est un travail pareil au long cours pour que les habitants se saisissent de leurs problèmes pour essayer de les résoudre ensemble. À Mermoz, il y a un centre social et une MJC pas loin. Moi, je travaille beaucoup avec eux et le centre social comme la MJC héberge d'autres, moi ce que j'appelle les gros porteurs, parce qu'elles hébergent d'autres petites associations de quartier, de vivre ensemble ou de mamans, ou de groupes de personnes, que ce soit des mamans ou des personnes âgées, qui sont très importantes pour le lien social, qui sont très importantes aussi pour recueillir et nous transmettre la parole des habitants sur les projets. Et à Mermoz, on a quand même des gros projets de rénovation urbaine. Et sans les associations, il nous manquerait un maillon pour faire cette politique avec les habitants. Donc pour moi, de toute façon, je suis élue à l'éducation populaire. Je travaille tous les jours avec les associations. Et à Lyon, on a la chance d'en avoir beaucoup. Mais c'est aussi parce qu'on les a toujours soutenues. Et elles sont indispensables. Dans ces quartiers, dans d'autres aussi. Moi, je rêverais d'en avoir partout, mais particulièrement dans ces quartiers où les habitants ont besoin d'être épaulés. D'accord. Donc vous, en fait, en tant que futur député, le travail avec les associations est vraiment très important? Ah bah oui, c'est évident. D'ailleurs, la réforme des rythmes à Lyon, nous on l'a faite avec les associations. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être vous dire
pourquoi il est important que je sois élue dans cette circonscription. Peut-être revenir à ce qu'est la 4e circonscription de Lyon. Vous savez que c'est découpé bizarrement, les circonscriptions à Lyon. Donc à Lyon, la 4e circonscription, c'est tout le 6e arrondissement, qui est un arrondissement plutôt aisé, mais pas que. Il y a aussi des gens en difficulté dans le 6e. Le 3e arrondissement, donc à partir de la voie ferrée jusqu'à Villeurbanne, qui est un quartier très... ici, à Villette-Paulbert, c'est très populaire. Hein. Il y a vraiment toutes les extrêmes des catégories socio-professionnelles. Montchat, qui est un peu plus aisé, mais qui est assez mixte aussi. Et puis, donc, Mermoz, Laennec et Transvaal, qui sont les quartiers du 8e arrondissement. Donc, cette diversité-là est extrêmement intéressante. C'est la circonscription la plus peuplée de Lyon et elle représente vraiment Lyon dans sa diversité. La 4e circonscription, jusqu'à présent, c'était une circonscription qui était appelée la circonscription des ministres, puisque c'était des élus de droite qui se faisaient parachuter et élire, comme Barre, comme Perben, du fait du poids du 6e arrondissement, qui avait un poids électoral très fort. Aujourd'hui, la circonscription bouge, se rajeunit, est plus attentive aussi, je pense, aux idées progressistes. Et donc, avec Emmanuel Macron et notre programme, on intéresse plus de monde. Et donc, il y a la possibilité de faire basculer cette circonscription. Et vraiment faire basculer cette circonscription, c'est extrêmement important parce qu'elle est aujourd'hui dans une sorte de conservatisme quand même assez fort. Et ce conservatisme oublie un peu certains quartiers justement de la circonscription. Et ma candidature, en plus bien sûr de participer à apporter une majorité à Emmanuel Macron et à son projet, ferait que la 4e circonscription se trouverait dans la majorité présidentielle, dans une majorité de projets, et pourrait participer à cette dynamique plutôt que de rester dans l'opposition comme elle a été, avec des quartiers qui sont un petit peu oubliés.